cette semaine, dans Carnet de santé, qu'est-ce que la fistule obstétricale et comment l'éviter? Nous examinons de près. L'experte nigériane en santé reproductive, Dr Yelwa Ousmane, discute des causes de la fistule et comment aider les patientes. Ensuite, une banque de lait maternel au Mozambique apporte un soulagement aux nouvelles mamans et à leurs bébés. Enfin, une start-up au Ghana promeut la diversité dans la recherche sur le cancer. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une pathologie qui provoque une perte incontrôlée d'urine chez la femme. La fistule obstétricale est une perforation entre l'appareil génital féminin et la vessie ou le rectum. La lésion survient à la suite d'un travail d'accouchement prolongé. L'écoulement permanent qui s'ensuit dégage une odeur de matière fécale ou d'urine. La fistule obstétricale est une complication courante qui affecte de nombreuses femmes dans les pays sous-développés. Selon la Fondation américaine contre les fistules, Fistula Foundation, au moins 1 million de femmes en Afrique et en Asie souffrent actuellement d'une fistule non traitée. Ces femmes vivent souvent dans la honte et l'isolement. Partons au Mozambique, où de plus en plus de femmes souffrent de fistules obstétricales. Les experts en santé craignent une augmentation du nombre de cas. Adina Swalehe de la VOA a réalisé ce reportage à Nampula, au Mozambique. Récit Mohamedou Oumfa. Dans la province de Nampula, au Mozambique, des femmes atteintes de la maladie ont récemment subi une chirurgie réparatrice à l'hôpital central de Nampula, dans le cadre d'une campagne menée par l'organisation Focus Fistula en partenariat avec les autorités sanitaires locales. Je ne peux pas contrôler mon urine, j'ai mal à la vessie. Je suis venue ici à l'hôpital et j'ai foi que je serai guérie. Je demande à Dieu de m'accompagner. J'habite à Beira et je suis juste venue ici parce que la campagne a commencé. J'étais enceinte et quand le jour de l'accouchement, je suis venue à l'hôpital, j'ai subi une opération mais j'ai perdu le bébé. Maintenant j'ai des douleurs à la vessie et je ne peux pas contrôler mon urine. Igor Vass, l'urologue, chirurgien et fondateur de Focus Fistula, considère que l'augmentation des cas au Mozambique est peut-être liée à une plus grande prise de conscience de la maladie et par conséquent à un plus grand nombre de femmes cherchant un traitement. Les dernières données, qui sont toujours en cours de collecte et qui ne sont pas officielles, montrent que nous avons bien plus que les 2000 cas de fistules par an. Nous craignons que le nombre puisse doubler. Cela signifie que soit les gens sont de plus en plus conscients de la maladie et ont recours aux soins, soit il y a une réduction de la qualité des services de santé. Les données officielles indiquent que les provinces de Nampula et de Niassa sont celles qui comptent le plus grand nombre de cas de fistules. Outre les douleurs atroces et les blessures traumatiques, ces femmes perdent généralement leur bébé pendant l'accouchement. Très souvent, elles finissent par être victimes de discrimination de la part de leurs partenaires et au sein de leur communauté. Le docteur Yelwa Ousmane est experte en santé reproductive à l'hôpital Maitama à Abuja au Nigeria. Elle nous en dit plus sur la fistule obstétricale. Il existe différents types de fistules selon la zone affectée. Vous pouvez avoir une fistule anale. Cela signifie une ouverture ou une connexion de passage entre le rectum et la peau autour de l'ouverture de l'anus. Vous pouvez avoir ce que nous appelons la fistule vésico-utérine qui se situe entre la vessie et l'utérus. Il y a aussi la fistule vésico-vaginale qui se situe entre la vessie et le vagin. Et vous pouvez également avoir une fistule recto-vaginale qui se situe entre le rectum et le vagin. Vous pouvez aussi avoir une fistule ou une ouverture anormale dans les parties du corps, comme entre l'intestin et la peau. Nous avons en Afrique la fistule obstétricale qui survient en raison d'une blessure lors de l'accouchement. Elle peut être aussi causée par le viol.
La fistule obstétricale survient pendant l'accouchement en raison d'un travail prolongé et dystoxique qui n'est pas soulagé en temps opportun par la fourniture de soins d'urgence. Les personnes à risque sont les femmes et les filles qui n'ont pas accès à des services de santé de qualité et cette question du mariage précoce est quelque chose de très sensible et important à discuter. L'alimentation est très importante pour le développement du corps. Donc si la fille n'est pas assez mature, son corps, son bassin n'est pas fort et il y a un plus grand risque. Pour le traitement, une chirurgie reconstructive est disponible. Vous avez le traitement non évasif, vous avez le traitement chirurgical majeur et vous devez avoir des soins de suivi car celles qui ont une fistule sont souvent abandonnées par leur mari et se sentent stigmatisées dans leur communauté et leur famille et cela peut entraîner la dépression. Les malades ont du mal à trouver du travail, ce qui peut conduire à la pauvreté. Vous devez faire face à la fois à des problèmes physiques et psychiques et sociaux. Il y a donc un réel besoin d'une approche holistique. Cette approche s'applique également à la prévention. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons faire prendre conscience de la maladie et surtout comment l'éviter. Selon les rapports de l'OMS, 50 000 à 100 000 nouveaux cas sont signalés chaque année et la partie la plus douloureuse pour moi est que le Nigeria compte environ 40% des cas de fistule obstétricale. Mais des études montrent qu'à l'heure actuelle, certains doivent vivre avec cela pour toujours. Ils peuvent même mourir avant d'avoir reçu des soins en raison de problèmes d'accès aux soins, le coût et le manque de personnel médical. En 2016, le secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'il était nécessaire que le monde soutienne l'élimination de la fistule. Nous espérons la fin de la fistule d'ici 2030. Le régulateur sud-africain de santé a signalé un lien de causalité entre le décès d'une personne et le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson, la première fois qu'un tel lien direct est établi dans le pays. La personne a présenté un trouble neurologique rare, le syndrome de Guillain-Barré ou SGB, peu de temps après avoir reçu le vaccin de J&J, après quoi elle a été placée sous respirateur et est décédée plus tard, selon les scientifiques sud-africains. L'année dernière, l'Autorité européenne de réglementation des médicaments a classé le SGB parmi les effets secondaires possibles du vaccin Covid d'AstraZeneca qui, comme celui de J&J, utilise la technologie du vecteur viral. J&J a fait savoir dans un communiqué que le SGB est associé à divers vaccins et médicaments et peut être déclenché par le SARS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19. Le lait maternel est une source de nutrition pour les bébés, mais toutes les mères ne peuvent pas en produire. Afin d'assurer que les nouveau-nés, en particulier les prématurés, dont les mères ont des difficultés à allaiter, y aient accès, l'hôpital central de Maputo au Mozambique a créé une banque de lait maternel, actuellement le seul dans le pays. Nani Talani. C'est un endroit où l'altruisme est une réalité. Plusieurs mères allaitantes y viennent donner leur lait. Ici, à l'hôpital central de Maputo, la seule banque de lait maternel du Mozambique a été créée pour répondre à la demande croissante de lait maternel pour les prématurés. Ce lait est offert aux bébés dont les mères n'en produisent pas assez ou celles qui ne sont pas en mesure d'allaiter. Yolanda Longa donne gratuitement du lait depuis plus d'1 mois. Malgré sa routine de travail chargée, elle essaie toujours de trouver le temps pour apporter son aide. Je sais à quel point le lait est important pour un nouveau-né. C'est quelque chose que nous seuls, les mères, pouvons donner. Et je me suis sentie obligée de venir donner du lait aux bébés qui en ont besoin, peut-être parce que leur mère est décédée ou que leur production de lait est insuffisante. Elle dit ressentir un sentiment de fierté et de soulagement, de contribuer à élever d'autres enfants que les siens. Elle invite d'autres mères allaitantes à se joindre à la cause. J'espère qu'elles viendront ici et donneront leur lait parce que c'est quelque chose que nous produisons constamment et il y a beaucoup de mères qui finissent par perdre leur lait. Les spécialistes ici disent que les mères donneuses doivent remplir certaines exigences.
Premièrement, la donneuse doit allaiter, elle doit avoir un bébé et allaiter, elle doit avoir été testée et les résultats du test doivent être négatifs pour le VIH, l'hépatite B et la syphilis. Ce sont les 3 tests obligatoires et ils doivent être effectués avant de commencer le don de lait. Madalena Balaté, nutritionniste à la banque de lait de l'hôpital central de Maputo, explique le processus. Lorsque le lait arrive des donneuses, nous l'amenons dans cette salle où se fait la pasteurisation. La pasteurisation est le processus d'élimination des bactéries et des virus en chauffant à environ 62,5 degrés Celsius pendant 45 minutes, puis nous le testons pour nous assurer qu'il est propre à la consommation. Les employés rapportent que pendant la pandémie de coronavirus, les dons ont chuté parce que certaines mères avaient peur d'aller à l'hôpital. Ils ont alors lancé un service mobile de collecte de lait. Au lieu que les donneuses viennent ici à la banque de lait pour donner du lait, nous allons chez elles, nous créons un horaire en fonction de leur disponibilité, puis nous sortons à l'heure prévue pour récupérer le lait. Le directeur des Lactawims dit qu'en moyenne, il collecte 25 litres de lait par mois. Une start-up au Ghana travaille à la diversification de la recherche sur le cancer. L'objectif est d'inclure davantage d'Africains et d'Africains-Américains pour aider à développer de meilleurs traitements. L'OMS rapporte que 70% des décès dus au cancer surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Visitons l'un des laboratoires équipés pour l'analyse moléculaire au Ghana. Yacouba Ouedraogo. Dans cette petite clinique de recherche à Accra, le pathologiste Kafouye Akapo découpe soigneusement un morceau de tissu mammaire cancéreux en un échantillon plus petit. Des centaines d'autres échantillons tourbillonnent autour de lui dans des pots en plastique. Mais celui-ci va bientôt commencer un voyage à travers la ville vers Yemachi Biotech, une start-up locale de recherche et de diagnostic qui, selon le docteur Akapo, pourrait changer à jamais les études sur le cancer en Afrique. Même si le cancer du sein a été largement étudié dans le monde, la vérité est que la plupart des cas ne sont pas africains. Si vous regardez toutes les études à travers le monde, très peu d'entre elles concernent les Africains. Cela a des effets sur les Africains et les Africains américains et tout autre groupe qui a une origine africaine. Les données concrètes sur le cancer en Afrique sont rares. 17% de la population mondiale vit sur le continent, mais seuls 2% des participants à l'étude sur le cancer sont d'ascendance africaine selon le département américain de la santé et des services sociaux. Yemachi Biotech veut changer cela en construisant une archive unique en son genre sur les cancers chez les Noirs du monde entier. La raison pour laquelle Yemachi étudie le cancer est en partie parce que personne d'autre ne s'intéresse au cancer en Afrique. Toutes nos recherches ou la majorité de nos recherches sont axées sur des maladies infectieuses. Et pourtant, nous avons l'un des fardeaux qui croît le plus rapidement au monde, le cancer, et nous avons certains taux de mortalité de cancer le plus élevés au monde. Ayant l'un des seuls laboratoires du pays équipés pour l'analyse moléculaire, l'équipe du docteur Bediako se charge de collecter des données. Elle estime que cela aidera au développement d'une médecine de précision pour les patients atteints de cancer à travers le continent et la diaspora. Le traitement du cancer ne se fera pas toujours en clinique. Le traitement du cancer se fera en laboratoire. La plupart des traitements ont commencé sur une table de laboratoire et si nous devons trouver un remède, si nous devons faire la course pour un traitement en Afrique, pour les Africains, alors nous devons de commencer ici. Le docteur Akpapo participe à une étude sur les différents types de cancers du sein affectant les femmes noires. Une autre étude vise à séquencer chaque type de cancer infantile au Ghana. Yemachi a aussi lancé le premier kit de dépistage à domicile du cancer du col de l'utérus. L'American Cancer Society estime que plus d'un tiers des décès par cancer du col de l'utérus dans le monde surviennent en Afrique. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page de Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.